Je voudrais intervenir ici avec ma casquette de psychothérapeute au chevet de ceux qui disent souffrir d'éco-anxiété et puis qui s'inquiètent, comme on vient de le voir, des problématiques écologiques, quelle que soit finalement l'approche. Et je voudrais poser une question un peu en toile de fond de ce que vient de dire Pablo. Comment cheminer de la collapsophobie à la collapsosophie? Collapsophobie, vous le comprenez, c'est la peur du collapse. Celle de Jacques Lecomte ou celle des éco-anxieux, peu importe, on verra, on va introduire ça dans le débat, vers une forme de sagesse qui intégrerait les problèmes climatiques plutôt que de les fuir. En effet, les infos relatives aux problématiques environnementales sont sans équivoque. On les a entendues de la bouche de Jean et de Pablo ou de ses livres. Si nous ne changeons pas le mode de fonctionnement de nos sociétés thermo-industrielles fondées sur le mythe consumérisme, c'est clair, on va dans le mur. Et peut-être que le mythe dont parlait Pablo fait écho à un autre mythe qui est le mythe du consumériste d'une croissance infinie dans un monde fini. Et là, on est face à deux énormes mythes qui vont s'affronter et ça va faire des étincelles. Et moi, je m'interroge. Les informations fondées scientifiquement des approches climatiques et pourquoi pas collapsologiques sont bien moins contestables que celles du mythe consumériste, qui est difficilement falsifiable. Alors, comment se fait-il pourtant que nos concitoyens, en tout cas aujourd'hui majoritairement, continuent à plus se laisser séduire par les sirènes consuméristes fondées sur des croyances plutôt qu'à écouter le discours des scientifiques fondés sur les connaissances? C'est un vrai problème. Et c'est une des problématiques que je souhaite aborder. Être informé de quelque chose n'est pas suffisant pour en être conscient. Vous connaissez tous l'exemple des fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer, sur la base d'un slogan bien connu, « Fumer tue ». On le sait, en psychologie, ce n'est pas parce que je sais que fumer fait du mal à ma santé au risque de me faire mourir, comme le démontrent les scientifiques du domaine, que je parviens à arrêter de fumer. Bien au contraire. Pour gérer cette dissonance cognitive, le fumeur adopte des rationalités et se réfugie derrière des croyances irrationnelles pour continuer à se persuader qu'il peut passer au travers des statistiques des scientifiques. En somme, la mort probable, c'est pour les autres ou c'est pour plus tard. Et j'ai l'impression qu'il en est de même en écologie. Ce n'est pas parce que j'apprends par les rapports du GIEC que le monde se réchauffe et va griller à petit feu, comme le dit Jean Jouzel, que je change radicalement mes habitudes consuméristes. Ce n'est pas parce que je découvre par les livres de la collapsologie que le monde a commencé à s'effondrer que je saurais faire face aux enjeux environnementaux. Être conscient que polluer tue suppose un long cheminement fait d'affrontements avec le pessimisme, l'anxiété, l'angoisse de finitude, je vais y revenir, afin de pouvoir regarder les choses en face et agir en conformité avec le discours des chercheurs pour s'adapter, comme vient de le dire Jean Jouzel. La thèse que je défends, fondée à la fois sur ma pratique de psychothérapeute et sur le courant de la psychologie existentielle, connexe à la psychologie positive, est la suivante. Pour dépasser le stade de l'information et passer à celui de la conscience, il faut une métanoïa. La métanoïa, c'est une sorte de déclic ou de choc cognitivo-affectif, pour parler aux psychologues, qui déclenche un élargissement du champ de conscience et donc une ouverture de la vision du monde, comme son étymologie l'indique. Méta au-delà et esprit, donc changer d'état d'esprit. Cette métanoïa a d'autant plus d'efficacité qu'elle réactive l'angoisse de finitude, tapie au fond de chacun d'entre nous, cette fameuse peur de la mort. Cette dernière se manifeste sous la forme d'inquiétude, de crainte ou d'effroi quant à la fin de la vie. Fin de vie individuelle, certes, qui nous concerne tous, un jour ou l'autre, mais aussi la fin de vie collective ou fin des temps, plus connue sous le terme d'angoisse eschatologique. Nous nous évertuons à refouler cette angoisse dans notre inconscient pour ne pas avoir à gérer la charge émotionnelle désagréable qu'elle provoque, car personne ne sait ce que c'est que l'état d'être mort. Ce que j'ai pu constater empiriquement et par un travail de recherche ad hoc, c'est que la collapsologie réactive particulièrement l'angoisse de finitude au point de provoquer une réaction binaire. On y vient, Pablo. Soit on rejette son discours fortement, violemment, soit on le fait sien jusqu'à une prise de conscience salutaire et un passage à l'action quant aux enjeux environnementaux, comme je vais l'illustrer avec le témoignage psychothérapeutique qui suit. Tout commence avec cette patiente, M, fin 2017, qui est une femme d'origine modeste mais bien diplômée, parvenue au poste de conservatrice de musée. Elle a la cinquantaine, elle souffre d'un burn-out sévère qui l'a terrassée, qui l'oblige à suivre un traitement psychotropique assorti d'une psychothérapie. Outre le traumatisme de sa descente aux enfers professionnels, elle me confie son effarement causé par le livre de Pablo, « Comment tout peut s'effondrer ».
Elle n'est qu'effroi multiple et varié. Elle a peur de mal manger, peur de boire une eau polluée, peur de respirer l'air vicié de sa banlieue et d'en tomber malade. Elle est anxieuse car elle vit en solitaire ses préoccupations écologiques qu'elle ressasse en boucle. Son entourage proche ne semble pas la comprendre et même la rejette. La collapsophobie, la peur qu'engendre le collapse, est bien là, palpable, manifeste, terrifiant. Mais la raison profonde pour laquelle elle consulte, je la découvre progressivement et plus dans mes cordes. Ce sont toutes ces angoisses existentielles qui la tenaillent. Angoisse de mort, bien sûr, mais aussi angoisse eschatologique de fin de ce monde, son monde, le monde de son enfance, dont elle voit disparaître les merveilles, avec ses sens. Pollution irréversible, terre mangée par l'urbanisation galopante, extinction de la biodiversité, tout ce qu'on a déjà évoqué. Et d'ailleurs, je me souviens encore de ses larmes lors de la disparition du dernier rhinocéros blanc. Dans son discours, la mort est omniprésente. Elle ne parvient plus à projeter dans l'avenir le cours de son existence ni celui de ses 3 filles. C'est littéralement requiem pour les temps futurs. C'est la première fois que je suis confronté à un tel cas. Comment traiter la cause de ces effrois multiples de nature fondamentalement différente? Effroi somatique, effroi psychique et effroi noétique lié à une crise d'encens. Car on ne traite évidemment pas de la même manière un trouble de l'humeur ou une angoisse existentielle. Autant je suis familiarisé avec la manifestation psychique de ce type de peur, autant je découvre avec cette patiente leur cause écologique et environnementale. Mon premier réflexe face à ces symptômes, c'est de consulter la classification internationale des maladies, la CIM, gérée par l'OMS. L'art du soin psychothérapeutique suppose une démarche remontant des conséquences observées vers des causes probables répertoriées dans les tableaux nosographiques. Quand bien même le psy que je suis connaît et sait traiter les peurs, anxiété ou angoisse, je n'ai jamais entendu parler d'éventuelles pathologies liées à l'écologie. Éco-anxiété, je ne connais pas à l'époque. Mes requêtes dans le CIM sont vaines. Je ne trouve rien d'officiel qui nomme les éco-pathologies, les maux liés aux atteintes à l'environnement. Et je suis ennuyé car les psys savent que le travail thérapeutique s'initie quand on parvient à mettre les mots sur les mots MOTS, juste sur les vrais mots MAUX. Les mots de ma patiente, MAUX, demeurent innommables. Pour paraphraser Camus, vous connaissez tous sa phrase « mal nommer les choses, ajoute du malheur au monde » et en psychologie positive, on aime bien nommer les mots pour ajouter du bonheur au monde. Je ne peux donc psychologiser ces mots, c'est-à-dire les réduire à une tension psychosomatique, à simple trouble de l'humeur, parce que son mal-être débordait des tableaux cliniques classiques. Donc face à ce vide de la science, je décide de m'appuyer sur le concept de mort symbolique qui appelle à une palingénésie. Palingénésie, ça veut dire un passage d'un état d'être à un autre, comme l'a montré Jung. La palingénésie, c'est une transformation intérieure à opérer, une œuvre noire qui consiste à se servir de la pourriture de l'état antérieur comme terreau du renouveau vers un autre état. Et c'est ce qu'elle va littéralement faire, cette patiente, en mettant les mains dans l'humus. On va y revenir. Un moment déterminant dans son processus de guérison a été quand je lui rappelle que nous sommes soumis au même processus de vie et de mort que les plantes, que nous n'y pouvons rien si ce n'est l'accepter et vivre avec plutôt que contre, parce que la pourriture des générations passées est le terreau fertile des générations des plantes à venir. Pour atténuer ses peurs, je lui cite cette phrase de Saint-Ex : « Seule l'action nous délivre de la mort ». Je lui recommande de passer à l'action en s'appuyant sur sa nouvelle hiérarchie de valeurs à forte coloration écologique qui a bouleversé sa vision du monde. Il lui faut accueillir le diagnostic de la collapsologie, à peu près rationnelle, tout en refusant d'en subir son pronostic émotionnel totalement fantasmatique pour ce qui la concernait. La fin, la néantisation sans rien pouvoir faire. C'est alors que ma patiente opère une véritable mue. L'ancienne directrice de musée est désormais une agricultrice en salopette, cultivant des légumes dans un jardin partagé. Elle abandonne son statut de fonctionnaire, son salaire confortable. La narration collapsologique a bien généré la métanoïa, cette conversion du regard, comme l'appelait Michel Foucault dans l'herméneutique du sujet, qui lui a fait prendre conscience de l'effet systémique du collapse. Elle transforme radicalement ses comportements comme ses états d'être. Ses troubles de l'humeur s'estompent, elle chemine vers la guérison. Elle est comme sortie de la matrice. Sa mort symbolique lui fait retrouver un sens à sa vie. Je ne veux plus être un zombie, ce mort-vivant, ni tout à fait mort, ni tout à fait vivant qui passe à côté de sa vie, me dit-elle. Elle rejette le consumérisme qu'elle a pourtant soutenu dans ses fonctions, cause pour elle de l'effondrement dont elle ne veut plus être complice. Le passage à l'action concrète a été la clé de sa reconstruction. Mettre les mains dans la terre lui a été salutaire, m'affirme-t-elle. Elle qui s'était sentie si longtemps hors sol, se sent renaître en un nouvel humain. Je lui indique alors que l'étymologie du mot humain vient du latin humus.
C'est bien le terreau de sa renaissance qu'elle a justement pris en main en une nouvelle reliance à la terre. Sa passion obsessive devient peu à peu harmonieuse. À partir de là, sa guérison est rapide. Je suis impressionné par la façon dont ses peurs la transforment. Sa métamorphose est surprenante, elle n'est plus la même, elle a radicalement changé. Elle est fière, rayonnante, mais surtout apaisée. Je la vois passer d'un pessimisme passif qui l'isolait et la rendait dépressive à un optimisme actif qui la fait coopérer avec un collectif urbain. Elle sort de son angoisse de finitude, elle revient à la vie. Elle éprouve une nouvelle forme d'authenticité qu'elle nomme collapsosophie, terme trouvé dans l'ouvrage de Pablo, Une autre fin du monde est possible. Elle ne fait plus contre l'effondrement, mais avec. Son rapport à l'humus, à la terre, à sa peur, l'a fait évoluer d'une certaine forme d'humiliation issue de son travail extérieur à elle, à une humilité véritable produite par son travail intérieur. Une autre fin du monde semble vraiment possible. Le parcours de M a été le canevas sur lequel je tente avec Loïc Stéphan de bâtir une heuristique des vécus du collapse et je terminerai là-dessus. Ouais, d'accord. C'est pourquoi, fin 2018, nous avons créé l'Obvéco, l'Observatoire des vécus du collapse, afin de modéliser ces vécus avec des chercheurs bien connus au sein de cette association de psychologie positive. Merci Charles, merci Fabien. Et notre ambition est de partager cet autre regard, conséquence de la métanoïa, cet élargissement de la conscience que favorise la collapsologie. Métanoïa, oui, mais pourquoi ? Pour, je cite, vivre dans des petites oasis de vie et de fraternité, pour trouver la force, le courage et la lucidité d'affronter les crises qui nous attendent, comme l'écrivait Edgar Morin à 99 ans en février 2021, en pleine crise du Covid. Je vous remercie.